Richard Glynn, RG, demande à Bernard de Montréal, Boulevard M, pourquoi la masse de population ne bénéficie pas des connaissances qui permettent à certaines élites de se maintenir en bonne santé, alors que ces connaissances existent depuis l'origine de l'humanité. BDM explique que dans le passé, l'homme entrait en contact avec des personnes ou des entités détentrices de ces connaissances. Mais dans le cas de l'évolution de l'homme, le contact se fait maintenant énergétiquement à travers le plan supramental, ce qui donne à l'homme une allure et une santé appropriées. Cependant, la masse n'est pas en mesure de recevoir cette énergie à cause de son état émotif et mental. On ne peut pas la forcer à la recevoir, car cela altérerait son corps et sa santé. Certains hommes avancés dans l'esprit de leur intelligence cherchent des moyens ésotériques pour soulager leurs conditions, mais il faut qu'ils aient également la compréhension et l'intelligence suffisantes pour se qualifier pour ces traitements. En somme, la masse ne peut pas profiter de ces connaissances et de cette énergie car elle n'est pas prête à les recevoir. Dans ce message, l'auteur explique qu'il ne recommande un traitement ou une personne à un ami que s'il sait personnellement, par télépathie, que cette personne peut vraiment aider. Il souligne également que la relation énergétique avec notre propre corps est importante pour recevoir l'énergie et le soutien nécessaires. L'auteur explique que toutes les forces ne peuvent pas aider tous les hommes, car l'homme doit d'abord développer certains aspects de lui-même pour être prêt à recevoir cette aide. Il aborde également le cycle de l'involution, qui est la descente de l'homme dans la matière, et le cycle de l'évolution, où l'homme utilise des forces qu'il n'avait pas pendant l'involution. L'auteur met en garde contre les cas d'escroquerie et de manipulation dans le domaine de la spiritualité et rappelle que l'homme est naïf et souvent incapable de voir à travers les autres. Il souligne ainsi l'ignorance de l'homme et affirme qu'il est nécessaire de le reconnaître pour avancer. La compréhension de l'impossible comme faisant partie du réel et la réalisation que le possible est une manifestation de loi de l'intelligence impossible, sont des aspects clés du développement de l'homme. Il est difficile pour l'homme d'imaginer vivre sans pensée ni mémoire, mais également difficile pour lui de concevoir que l'impossible est plus réel que le possible. Il a une vision matérielle limitée et ne comprend pas parfaitement la relation entre les forces de l'intelligence et sa propre ouverture à ces forces. Il est nécessaire pour l'homme de connaître les lois de l'intelligence et de les appliquer dans sa vie pour être en harmonie avec lui-même. Il doit être prêt à subir les corrections constantes de l'intelligence pour transmuter sa psychologie et sa personnalité. L'homme doit reconnaître la dimensionnalité de son être et la multidimensionnalité de son expression. L'enseignement reçu par chaque race correspond à ses besoins évolutifs. Les civilisations passées ont transmis des connaissances adaptées à leur époque. L'enseignement judéo-chrétien correspond à la 5e race et a été donné à l'homme au fil des siècles pour l'aider à évoluer. Cependant, ces règles perdent leur souffle et ne sont plus adaptées à l'esprit de l'homme à un certain point. L'homme qui entre dans un nouveau cycle d'évolution doit développer un contact télépathique avec l'intelligence et vivre selon ses lois. L'auteur affirme qu'avec l'évolution des intelligences parfaites, il est normal que l'homme reconnaisse les anciennes valeurs et les bénéfices qu'elles ont apportés, mais qu'il puisse aussi réaliser leurs limites. Il prend l'exemple de la tolérance, une vertu demandée par les religions et les systèmes philosophiques. Il explique que ces systèmes n'ont jamais étudié la vertu de l'intolérance et l'absence de vertu de la tolérance, car ils ne sont pas capables de faire de synthèse intellectuelle. Il observe que l'homme tolérant manque d'intelligence et de volonté pour abroger des conditions de domination, tandis que l'homme intolérant manque d'intelligence et d'humilité pour ne pas juger les autres. Dans les deux cas, l'homme retarde son évolution. Pour devenir gagnant dans la vie, l'homme doit être en intelligence avec la vie. Cela implique un contact télépathique avec l'intelligence universelle, qui guide sur quand être tolérant ou intolérant dans chaque situation. L'auteur affirme également que toutes les vertus de la judéo-chrétienté sont polarisées, et que l'action de l'homme ne devrait pas être basée sur des polarités. Il conclut en disant que dans le passé, l'homme ne pouvait pas être dans son intelligence et avait besoin des polarités, mais maintenant il peut voir les deux côtés de chaque vertu et agir en conséquence, sans culpabilité. Dans ce texte, Bernard de Montréal parle du lien entre l'intelligence, la volonté et les forces astrales qui peuvent influencer l'homme. Lorsque l'individu perd sa volonté et son intelligence, il devient vulnérable et peut être assujetti à ces forces. Selon lui, l'intelligence synthétique du supramental permet de neutraliser le bien et le mal et d'agir de manière intelligente. Il souligne également que les vertus sont polarisées et que l'homme doit un jour faire la synthèse de ces vertus. Il aborde ensuite le fait que les gens deviennent de plus en plus intolérants, car ils ont une fausse individualité qui leur permet de prendre des positions radicales. Cependant,
il estime que lorsque l'homme évoluera et réorganisera son mental, il sera guidé par son intelligence et ne souffrira plus de la qualité de ses actions. Enfin, il mentionne la perplexité des gens face à des notions ésotériques telles que Maitreya ou le Christ, mais souligne que cette perplexité fait partie de leurs conditions et de leur expérience individuelle. Il affirme que la véritable nature de Maitreya ne sera pas révélée selon les désirs de l'homme, mais fait partie de leur expérience personnelle. Cet extrait exprime l'idée que l'humanité doit se préparer sur le plan astral et spirituel à changer constamment de vibration. Il est souligné que les forces invisibles travaillent à différentes échelles et que l'homme ne pourra comprendre ces changements que lorsque son intelligence sera pleinement développée. On mentionne ensuite que la venue de Maitreya, un être spirituel, peut faire partie de l'expérience humaine, mais que ce n'est pas aux hommes de décider de son arrivée. Il est souligné que l'homme est constamment enculé, c'est-à-dire confronté à des réalités qu'il ne peut pas contrôler, car cela relève des lois cosmiques et universelles, ainsi que du calendrier de l'évolution. On explique que Maitreya est un joueur et que les hommes ne comprennent pas véritablement sa nature ou son rôle. Il est dit qu'au lieu d'attendre après Maitreya, l'homme doit se concentrer sur son propre développement et son intelligence universelle. Enfin, il est souligné que la foi était autrefois utile lorsque l'homme était incapable d'être dans son intelligence, mais qu'aujourd'hui, grâce à la communication télépathique avec les plans universels, l'homme n'a plus besoin de croire, il sait. On conclut en disant que la foi est une vertu théologale, mais croire est une croyance, et que la foi devient de plus en plus futile à mesure que l'homme évolue. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, il est discuté de la relation entre Maitreya et le Christ. Il est souligné que le Christ ne se réfère pas seulement à l'individu historique de Nazareth, mais plutôt à une conscience et à un esprit qui transcendent cette forme physique. Maitreya fait également partie de cette conscience universelle, mais il est précisé qu'il ne se manifestera pas de la manière attendue par les humains en juin. Il est ensuite déclaré que l'homme ne doit plus se contenter de croire aveuglément, mais plutôt regarder, entendre et comprendre ce qui se passe autour de lui. L'homme est exhorté à se libérer de l'emprise des forces de vie et à devenir maître de sa propre existence. L'intellect, qui est décrit comme le perfectionnement de la mémoire, est distingué de l'intelligence, qui est considérée comme un principe universel. Lorsque l'homme atteindra ce stade de l'intelligence, il deviendra cosmique. Enfin, une question est posée à propos de Mozart et de sa symphonie Jupiter, qui est liée aux forces jupitériennes mentionnées précédemment. Il est suggéré que l'intelligence se manifeste à travers des individus dans différents domaines tels que la musique, la science et l'intellectuel. Dans cet extrait, les intervenants discutent de différents aspects liés à l'évolution humaine et à la communication avec des intelligences supérieures. Ils utilisent des métaphores telles que la radio pour expliquer le processus. Ils évoquent le fait que les hommes d'aujourd'hui doivent développer une conscience supramentale, qui leur permettra d'entrer en contact avec des plans vibratoires plus élevés. Ils soulignent que cette évolution se fait à la fois à partir de l'initiative des individus et grâce à l'influence des plans supérieurs. Les Atlantes, par exemple, utilisaient leur corps astral pour communiquer avec ces intelligences, tandis que la race indo-européenne a commencé à développer une faculté télépathique mentale, bien que de manière inconsciente. L'évolution vers une communication télépathique précise avec le supramental se fera naturellement à mesure que l'homme évolue et ajuste sa radio intérieure. Il est également mentionné que les enfants ont naturellement un contact plus direct avec ces plans, mais que souvent, les adultes bloquent cette évolution en fermant ces portes de communication. En conclusion, les intervenants insistent sur l'importance de l'évolution de l'homme vers une meilleure communication et conscience des plans supérieurs, tant sur le plan psychologique que sur le plan matériel et énergétique. Il mentionne que des techniques telles que l'acupuncture et l'utilisation de cristaux peuvent aider à rétablir les champs d'énergie du corps physique et ainsi favoriser cette communication. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et Robert Gillette évoquent différentes techniques et objets pour explorer les plans de conscience supérieure. Bernard de Montréal explique que les techniques ésotériques traditionnelles permettent de travailler sur les plans inférieurs de l'individu, mais ne peuvent pas établir un contact avec la conscience supramentale. Il précise que la conscience supramentale est contrôlée par des forces universelles et que l'homme ne peut pas la contrôler lui-même. Il souligne que même si l'homme cherche et frappe à la porte, la connexion avec la conscience supramentale se fera lorsque le moment sera venu et que l'individu sera prêt. Il explique qu'en frappant à la porte, l'homme se prépare et sensibilise ses corps pour permettre à l'énergie de passer.
L'homme ne peut pas forcer les ajusteurs de pensée à entrer dans son intelligence sur le plan télépathique car ces forces ne peuvent pas être conditionnées par l'ego de l'homme. L'ego de l'homme est un aspect télépathique de l'intelligence universelle non ajustée, ce qui fait que l'intelligence qu'il vit sur le plan humain est constamment en rejet de la perfection de cette intelligence. L'histoire de l'homme montre qu'il rejette constamment l'énergie et la vibration de cette intelligence. Les initiations du passé étaient extrêmement pénibles et peu d'hommes étaient prêts à les passer. Cependant, l'homme de demain vivra une initiation résultant de la préparation de cette énergie sur ses principes inférieurs, une initiation solaire qui ne pourra pas être arrêtée. Les pratiques comme la nutrition et le yoga font partie de la recherche de l'homme pour le préparer émotionnellement et mentalement à la réalisation qu'il y a quelque chose en dehors de son ego. Lorsque l'homme vivra cette initiation solaire, il ne pourra plus revenir en arrière. Cependant, il est important de souligner que cette expérience se fera de manière individuelle et non collective. L'homme nouveau est un individu qui a découvert son identité par une relation télépathique mentale supérieure avec l'intelligence universelle. Noé était un homme de haute évolution qui avait atteint un niveau d'évolution suffisamment élevé pour recevoir des commandements par télépathie. Il a construit son arche lorsqu'il lui a été commandé de le faire. De la même manière, l'homme moderne construira son arche lorsqu'il lui sera éveillé dans l'esprit comment le faire. Être juste comme Noé signifie venir d'une autre planète et être un être en évolution supérieure. Noé était considéré comme juste avant de réaliser qu'il était en réalité d'origine extraterrestre avec un cerveau différent. Les prophètes sont également dotés de radios particulières, en raison de leur évolution avancée. À la fin du cycle, seuls quelques humains pourront évoluer, tandis que les autres seront condamnés à périr. Bernard, lui, affirme ne rien avoir fait pour mériter cela, mis à part sa passion pour l'ésotérisme. Il estime que chacun doit faire sa propre expérience pour trouver sa voie spirituelle. Roland Guy propose une attitude différente, celle de se placer dans des conditions favorables pour être touché par la lumière, plutôt que d'attendre passivement que cela arrive. Bernard admet que la spiritualité fait partie de l'évolution de l'homme, mais affirme que cela n'est qu'une étape vers une conscience pure. Roland Guy n'est pas d'accord avec l'idée de simplement attendre que cela arrive, il encourage les gens à prendre des mesures pour être prêts à recevoir la lumière. Dans cette deuxième partie de l'entretien, Bernard de Montréal explique que l'être humain est un mystère pour lui-même. Il affirme que peu de personnes peuvent réellement se comprendre et être en harmonie avec elles-mêmes. Cela s'explique par le fait que l'être humain a une conscience inférieure qui n'est pas complètement développée et qui est influencée par des impressions extérieures. Si l'homme pouvait se détacher de ces influences et comprendre leur effet sur lui, il aurait accès à son intelligence intérieure et pourrait être en contact naturel avec la partie cosmique de lui-même. La psychologie tente de comprendre le comportement humain en utilisant des théories et des outils, mais elle est également limitée car les psychologues eux-mêmes ne se connaissent pas parfaitement. Bernard de Montréal estime donc nécessaire de développer une science de l'être humain permettant à chacun de se découvrir et de comprendre les lois de sa pensée, de ses émotions et de sa vitalité par rapport à ses pensées et émotions. L'homme doit acquérir une sensibilité à ses propres pensées afin de comprendre le mystère de lui-même. La psychologie traditionnelle ne peut pas élucider ce mystère tant qu'elle n'explorera pas les plans subtils de l'homme. Il est nécessaire de passer d'une approche mécaniste à une investigation occulte, c'est-à-dire d'explorer les influences invisibles de la pensée et des plans astraux. Toutes les psychologies existantes sont fragmentaires et limitées, car elles ne sont pas basées sur une compréhension universelle de l'homme. Il est donc essentiel d'avoir des psychologues universels pour transcender les conventions cartésiennes et commencer à dévoiler le mur du mystère de soi-même. La recherche de soi-même remonte à l'Antiquité, mais dans la conscience moderne, l'homme a besoin d'outils pour déchiffrer son propre mystère, donnés par des hommes ayant déjà exploré leur relation avec l'invisible. La question de l'origine et de la destinée de l'homme est une question philosophique qui mène finalement à la psychologie. Pour bien vivre maintenant, il est nécessaire d'être conscient de ce qui se passe en soi-même, en explorant ses propres pensées. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal explique qu'il est important pour l'homme de comprendre sa psychologie et sa relation entre ses émotions et ses pensées. Cependant, selon lui, la plupart des personnes n'ont pas été éduquées de manière consciente dans ce domaine, ce qui les rend incapables de traiter leurs troubles psychologiques. Il affirme que l'homme doit d'abord être psychologue avant d'être philosophe, car se concentrer sur l'origine et la destination de la vie peut finir par entraîner des troubles psychologiques. De plus,
Bernard de Montréal remet en question l'intérêt de connaître les vies antérieures ou les mémoires astrales, affirmant que ce qui importe vraiment, c'est ce que l'homme porte sur lui dans sa vie quotidienne. Il conclut en disant que la psychologie est utile, mais que se concentrer sur le passé et les mémoires n'apporte rien de concret. Il est question ici de la tendance des individus à éviter de se confronter à leurs propres aspects indésirables en se tournant vers des professionnels de la psychologie ou de la psychiatrie. Cette nouvelle autorité extérieure permet de leur dire ce qu'ils n'aiment pas entendre, mais ne leur permet pas d'explorer en profondeur la valeur réelle de ces paroles. Pour illustrer cette idée, l'exemple de l'homosexualité est utilisé. Il est souligné que les homosexuels peuvent souffrir psychologiquement car ils se sentent socialement anormaux. Plutôt que de chercher la solution dans les conventions contemporaines de la psychologie, il est suggéré que l'individu doit se tourner vers lui-même pour comprendre sa nature profonde. Il est fait remarquer que tous les êtres humains ont leur propre expérience émotionnelle et mentale, qui fait partie de leur passé et de l'expérience de leur âme. L'ego doit être capable de progresser à partir de zéro dans son expérience, sans regarder le passé et sans juger de manière polaire ce qui est bon ou mauvais. En se focalisant sur son expérience actuelle, il parviendra à se connecter à sa propre énergie et à être en harmonie avec lui-même. Cependant, le problème fondamental de la psychologie réside dans l'incapacité de l'homme à se détacher de l'investigation psychologique et philosophique de sa culture, de sa race ou de sa tradition. Cette incapacité entraîne le doute et le questionnement continuel de l'individu sur lui-même, ce qui conduit à l'insatisfaction et au malheur. Si cela est poussé trop loin, cela peut conduire à la dépression et à des troubles psychiques tels que la paranoïa ou la schizophrénie. Il est suggéré que les professionnels de la psychologie doivent même oser affronter leur propre intériorité et conscience. En fin de compte, l'auteur remet en question l'existence de l'occulte et soutient que si les individus étaient capables de se tourner vers leur propre intelligence et conscience, la notion d'occulte perdrait son sens. Dans ce texte, l'auteur exprime son opinion sur le domaine de la psychologie, en critiquant l'autorité et les limites imposées par des doctrines scientifiques. Il raconte une histoire sur un couple arménien qui découvre un livre ésotérique dans la bibliothèque de leur frère, ce qui les conduit à remettre en question les fondements de leur propre connaissance. L'auteur affirme que l'homme crée son propre mystère par ignorance, peur et faiblesse. Il critique également le fait que l'autorité dicte ce que les hommes doivent penser, au lieu de les laisser analyser, changer et construire leur propre savoir. L'auteur souligne que les citoyens ordinaires n'ont souvent pas les ressources ou les capacités pour contester l'autorité, ce qui conduit à un manque de compréhension et de croyance aveuglant ce qui leur est présenté. Il compare cela à la nourriture, en soulignant que les gens doivent consommer ce qui leur convient et ne pas accepter aveuglément ce qui leur est imposé. L'auteur affirme que l'humanité n'a pas encore atteint les limites de sa connaissance et doit continuer à évoluer, en se détachant des connaissances accumulées par la mémoire collective. Il fait également référence à l'influence des films, tels que Star Wars et E.T., qui poussent les masses à dépasser les limites psychologiques imposées par les conventions sociales. L'auteur suggère que si les gens avaient accès à des matériels qui les amèneraient à dépasser les conventions de la pensée autoritaire, cela pourrait jouer un rôle dans le développement futur de l'humanité. Selon Bernadette de Mérode, R est une réalité psychologique dans l'évolution de la 5e race racine de l'humanité. Cependant, dans la 6e race racine, pensée deviendra une illusion car la pensée sera transformée en communication avec l'invisible. L'homme de demain n'aura plus besoin de penser car il sera connecté à un ordinateur qui lui fournira les informations nécessaires. Ainsi, en se libérant de la pensée, l'homme pourra se connaître et se comprendre lui-même, et sera capable de connaître les autres en recevant les informations qui lui seront données. Selon Bernadette de Mérode, il s'agit du début d'une nouvelle phase d'évolution de l'humanité. Pensée deviendra alors obsolète et l'homme sera en mesure de se connecter directement à l'invisible pour obtenir les connaissances dont il a besoin. L'auteur affirme que la pensée est une illusion et que son origine est occulte et invisible dans l'homme, car elle est en lien avec une intelligence cosmique. Selon lui, l'homme pense en raison de son ego. Et la pensée a créé une conscience centrée sur soi. Cependant, il soutient que certains individus commencent à perdre le pouvoir de penser et de se souvenir, et entrent dans une nouvelle phase d'évolution, caractérisée par la communication. Cette évolution conduira à une compréhension de soi et à la désidentification de l'ego. L'homme aura accès au mystère du cosmos et connaîtra l'univers en se connaissant lui-même. Quant à la transformation de la société, l'auteur pense qu'elle viendra des marginaux et de ceux qui sont connectés à une autre intelligence. Dans cet extrait,
l'auteur réfléchit sur la notion de révolution et de conscience. Il explique que l'opposition à certaines formes d'autorité nécessite une force intérieure et une conviction, mais que si cette opposition est trop grande, elle peut s'effondrer. Il met en opposition le comportement de certains individus révolutionnaires, prêts à aller jusqu'à la mort, avec la nécessité d'être révolutionnaire dans sa propre conscience pour comprendre les influences sociales. L'auteur souligne également que l'homme conscient doit s'occuper de lui-même et de sa conscience, agir envers la société avec cette conscience pour éviter de créer disharmonie, mais il peut provoquer des chocs qui éveillent les autres à une autre conscience. Il met en garde contre le fait de croire aveuglément en quelqu'un, expliquant que chacun doit vérifier par lui-même ce qui est dit de l'extérieur. En ce qui concerne la société actuelle, elle affirme que tout ce qui se passe et qui est anti-conservateur ou anti-statu quo participe à la reformulation de la conscience psychologique de l'homme. Il souligne que l'homme doit être capable de regarder ce qui se passe, de ne pas être figé par cela et de réaliser que cela peut se passer chez lui demain. Il décrit l'humanité comme une grosse patte travaillée par des mains fortes, représentant les forces cosmiques invisibles, créatives ou retardataires, qui influencent l'homme à travers la technologie moderne, mais que l'homme peut observer objectivement pour en apprendre davantage sur lui-même et sa conscience. L'homme est confronté à des forces destructrices et rétrogrades, qui sont à l'origine de conflits et de perturbations de sa conscience. Cependant, pour survivre psychologiquement, il doit réaliser que ces forces sont sans importance par rapport à sa propre conscience. Il ne doit pas se soumettre à la peur générée par les événements mondiaux, car cela entraîne une perte d'énergie et un manque de foi en soi-même. L'individu doit être suffisamment fort pour dépasser ces obstacles et garder une foi réelle en lui-même. Il est temps pour l'homme d'apprendre à avoir une vision indépendante et de ne pas se laisser influencer par les nouvelles et les médias. Il est préférable d'être têtu et fier de ses positions plutôt que d'être emporté par les vents changeants. Il y a deux types d'hommes, ceux qui sont conscients de ce qui se passe dans le monde mais ne se laissent pas affecter par la peur, et ceux qui sont prisonniers de leur propre psychologie et de leurs émotions. Il est important de regarder les événements avec un regard froid et de se laisser guider par son intuition. Dans ce discours, l'auteur affirme qu'aucun homme sensé ne veut la guerre, mais aucun homme sensé ne refuse de s'armer face à un agresseur. Il décrit deux forces confrontées dans le monde, le bloc capitaliste et le bloc communiste. Il critique les jeunes idéalistes qui, bien qu'ils ne veuillent pas la guerre, jouent dans le jeu des forces qui la souhaitent. Les politiciens sont coincés car ils doivent utiliser des stratagèmes pour avertir la population du danger de la manipulation psychologique. L'auteur évoque également le bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki, et fait valoir que cela a créé un équilibre entre les puissances pendant la guerre froide. Il soutient que l'homme ne doit jamais croire, mais doit chercher à savoir par lui-même, pour ne pas donner aux forces qui veulent dominer les outils nécessaires à la conquête de la planète. Enfin, il souligne l'importance pour l'homme de se détacher de la psychologie et de la philosophie de la guerre. Dans un avenir proche, les individus réaliseront qu'ils doivent être proches d'eux-mêmes pour éviter d'être perturbés par ce qu'ils voient à l'extérieur. L'auteur soutient que le mystère de l'homme fait partie de son inconscience et qu'une nouvelle science de ses principes intérieurs émergera, lui permettant de ressentir l'énergie de la connexion entre ces principes cosmiques et planétaires. Cela entraînera une nouvelle conscience et un mouvement vers une sixième race racine qui, dans 2500 ans, donnera naissance à une septième race racine, la dernière pour l'homme. Il encourage les individus à ne pas douter de leur intelligence et à communiquer avec les autres pour partager leurs connaissances. L'auteur souligne également l'importance de l'individu vivant une expérience personnelle et de ne pas douter de ce qu'il sait, car le doute affaiblit la conscience de son intelligence. Il encourage les gens à se donner le temps de passer de l'intuition à la science mentale, malgré les craintes et les inquiétudes qui peuvent occuper leur esprit.